15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Il est le plus jeune cuisinier français à avoir participé à un dîner presque parfait, Top Chef également, chef à domicile depuis toujours. Ce jeune prodige s'est lancé dans une foule de projets. Ruben Sarfati annonce alors la sortie de son nouveau livre Casserole de chef, 10 nouvelles croustillantes à dévorer sans modération. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Ruben Sarfati. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je suis ravie de vous avoir en face de moi parce que vous êtes un visage que j'ai vu dans les émissions que je viens de citer. Donc je suis ravie de vous découvrir en vrai. Aujourd'hui, c'est nous qui allons vous croquer, comme on a l'habitude de dire dans cette émission. On va découvrir votre actualité, mais d'abord, qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, le début, toujours le début. Ruben Sarfati, vous êtes né le 10 avril 1993 à Saint-Maur-des-Fossés. Si mes infos sont bonnes, et sachez que j'ai beaucoup cherché, quel genre d'enfance vous avez eu ? J'étais très studieux, très scolaire. Jusqu'au moment où j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier, à commencer à travailler, je me voyais faire des études très longues. J'aimais ça, j'aimais lire, j'aimais écrire, j'adorais l'école. Donc au début, ça a vraiment démarré de cette manière beaucoup plus protocolaire. C'est ça, et on le voit de toute façon parce que vous allez passer votre bac, vous allez même être inscrit à Sciences Po, il me semble. Donc vous allez quand même aller loin dans votre parcours scolaire, mais finalement, très tôt, je pense que vous êtes attiré par la cuisine. Par plein de choses. J'ai eu beaucoup de passions et j'ai eu tendance à les faire à fond. Alors la cuisine, j'ai été passionné de numismatie quand j'étais gosse, de philatélie, de pêche, de sport. J'ai fait du tennis beaucoup. Enfin, quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Et donc il y a eu tous les ans, de mes 10 ans à mes 15 ans, une passion qui a été très intense, mais qui s'est estompée jusqu'à une autre. Mais la cuisine, par contre, c'est celle qui a tenu le plus longtemps. Vous allez foncer tête baissée dans ce monde finalement, mais d'abord cela va commencer, il me semble, avec un défi. Un défi qu'on vous demande de relever. Exactement. Vous avez quel âge ? Comment ça se passe ? Et qui vous met au défi ? J'ai 15 ans et un ami de la famille me lance le défi parce qu'il est membre d'une association de préservation d'un plat très tradi français, technique, galère, relou, d'essayer de le faire. Parce que je lui dis que j'aime bien cuisiner, mais il me dit tu pourras considérer que t'aimes bien cuisiner et que tu touches un petit peu quand t'arriveras à faire ça. Et j'ai tendance à aimer les challenges, donc je me suis lancé dedans et ça a été 3 jours de cuisine pure et dure, tout le temps, toute la journée. Il vous demande de faire un lièvre à la royale. Tout à fait. Et à cette époque-là, ce qui est marrant, c'est que je mangeais encore strictement cachère. Donc c'est là où il y a eu une approche très scolaire de la recette. Tout était pesé, tout était millimétré, calculé, parce que je savais que je ne pourrais pas goûter. Incroyable. Et qu'est-ce que c'est un lièvre à la royale ? C'est parce que j'imagine que si vous travaillez ce plat pendant 3 jours, c'est qu'il a plusieurs spécificités. Il y a... quand on sait pas faire, d'autant plus, mais c'est un lièvre qui est entièrement désossé, donc il va servir d'enveloppe pour y mettre dedans une farce, pour ensuite le cuire au bouillon. Enfin, il y a 3 stades de cuisson différents pendant des durées très longues. C'est la question que j'allais vous poser, Ruben Sarfati. Est-ce que quand on se lance dans la cuisine, dans la gastronomie, on est obligé de manger pas cachère ? Justement, est-ce que ça nous oblige quelque part à aller chercher plus loin ? Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, avec 15 ans de cuisine dans les pattes, tout a été régi par vraiment des moments. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce livre, mais on y reviendra après. Mais typiquement, le moment où j'ai mis le pied du côté obscur et où j'ai commencé à goûter pas cachère, je faisais un stage dans le resto où j'ai vraiment appris et je n'avais jamais avoué au chef que je ne pourrais pas goûter. Donc il m'avait pris sous son aile, j'y étais, j'apprenais, je regardais, j'essayais, etc., etc. Et à un moment donné, en plein coup de feu, en plein service, je lui tends quelque chose que j'ai fait. Je sais plus dire ce que c'était. Le moment m'a marqué, j'avoue, je sais plus dire ce que c'était. Il goûte, il me regarde, il me dit c'est dégueulasse, t'as pas goûté. Et là, vous êtes piégé. Et là, je lui dis, en fait non, je peux pas goûter. Et il m'a juste regardé avec un espèce de dégoût / déception en me disant si tu goûtes pas, tu pars. Et donc vous avez été contraint. Exactement. Et forcé. Pas contraint, c'était le moment où il fallait faire une décision, fallait faire un choix et décider. Je comprends son point de vue. C'était malhonnête et si on servait ça et que c'était pas bon,
de ma décision de pas lui avouer ça, il mettait en péril sa réputation parce que derrière, malgré tout, c'est lui le chef, donc c'est sa responsabilité si on envoie quelque chose de pas bon. Donc je comprends à 100%, mais là, à un instant T, pendant 2 secondes, il a fallu prendre une décision. Alors je me mets à votre place, j'en ai les frissons, je vous avoue, en vous écoutant parler. Mais j'ai encore son regard en tête, ça peut pas partir. Enfin, c'est. Et est-ce que vous regrettez aujourd'hui ? Absolument pas. Non, et je regrette de pas lui avoir avoué par contre. Ouais. Mais non, je pense que c'est face à des choix comme ça où il faut, sans avoir eu ce moment, seconde où il faut choisir son destin. J'aurais hésité à chaque fois, j'aurais pas su, je me serais posé la question, j'aurais pondéré le pour, le contre, etc. Donc c'est plutôt bien quand c'est face au pied du mur, il faut décider. On verra dans un instant si vous avez choisi finalement d'aller dans le sens de finalement être dans la gastronomie pure, être dans ce qui est plus local, dans le vegan, ce genre de questions. Je vais vous les poser, mais d'abord, je crois que vous êtes, vous l'avez dit, très motivé par la compétition dès votre plus jeune âge et dans tous les domaines que vous avez exercés. Vous commencez par la suite à ce challenge, par un blog de cuisine au départ, avec cette présentation. Voilà, je me lance, je m'appelle Ruben, j'ai tout juste 17 ans depuis peu, actuellement en première S et passionné par la cuisine. Et là, vous allez vous lancer dans le travail de chef à domicile et les concours vont en faire partie dans la foulée. Racontez-nous ces tout débuts, parce que vous en parlez dans votre livre Casserole de chef, de comment ça se passe au fur et à mesure des grandes expériences que vous avez retenues, des histoires, mais le tout début, la première fois que vous rentrez chez quelqu'un, quand vous devez servir un plat, comment ça se passe ? Tout est compliqué. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des clients que j'avais depuis le début. Donc, c'est marrant de voir justement qu'ils aient vu la différence, l'évolution et pas forcément la progression, parce qu'il y a une ingénuité du début que j'ai plus aujourd'hui qui pouvait aussi plaire. Parce que c'est marrant, c'est sympa, c'est authentique, c'est original, etc., etc. Mais au début, c'était à tâtons, mais en même temps, animé par l'envie d'essayer, par l'envie de faire plaisir, par la chance que j'avais d'avoir des cobayes et un labo à ciel ouvert, parce qu'il y a des gens qui essayent dans leur coin et qui goûtent ou qui essayent juste, mais qui jettent. Enfin, il y en a plein qui font des pâtisseries le week-end, mais qui n'ont personne sous la main pour les goûter, pour les tester. Je me permets, je crois que votre famille quand même était très proche de vous, votre oncle, votre tante, vos grands-parents, votre maman, pour être ces fameux cobayes. Exactement. Je pense que mais c'est mon objectif. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des clients, donc forcément le retour est d'autant plus objectif. C'est des gens qui vont payer, donc qui auront le droit de juger et de la qualité. Exactement. Donc c'est vraiment ce qui permet d'avancer très vite. Et le chef à domicile pour ça, c'est la meilleure école de l'adaptabilité. Il faut s'adapter à des clients différents, à des goûts différents, à des contraintes, des restrictions, des lieux, des cuisines, etc., etc. Donc en termes d'apprentissage, c'est la meilleure école. Oui, clair. Enfin, et oui, c'est ce que vous racontez dans ce livre Casserole de chef. On va y venir encore dans un instant, mais vous participez d'abord au championnat de France de cuisine amateur. Vous arrivez 2e, vous commencez des castings, vous commencez une formation de management hôtelier dans une école hôtelière, un stage au Japon, je crois, qui vous a beaucoup plu. D'ailleurs, je crois que vous revenez il y a pas si longtemps encore une fois du Japon. Et puis, en 2011, vous apparaissez pour la première fois sur les écrans dans Un dîner presque parfait à seulement 17 ans. Vous remportez le concours et je crois que ce n'est pas la seule fois où vous allez le remporter. Est-ce que vous êtes fier d'être passé par là, de cette expérience, de ce qu'elle vous a peut-être potentiellement aussi appris ? Bien sûr. Ça apprend beaucoup en termes de stress, de challenge, de gestion d'un temps imparti. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça apprend aussi à se confronter aux autres, à se confronter à une épreuve donnée, à réaliser quelque chose dans un temps donné qui va devoir plaire à un jury très différent. Donc oui, c'est hyper intéressant. Ça, c'est sûr qu'en termes d'école, c'est vachement sympa. Et là, pour le coup, vous avez dit que vous mangez cachère ou pas ? Oui. Ouais, et c'est passé. Alors, c'est passé, mais par contre, c'était la première fois où je me suis confronté, par contre, à la difficulté en France d'assumer à la télé, de dire qu'on est juif et qu'on mange cachère. C'est ça. C'était un carnage sur les commentaires. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de regarder, mais ça a été un carnage. Pourquoi les gens disaient quoi ? Que j'avais rien à faire là si je mangeais cachère. Enfin, c'était de l'antisémitisme pur et dur. C'était très violent. Et dans Top Chef, ça a été le cas aussi ? Non, je pense que ça avait été oublié. Et par contre, je l'avais pas dit clairement. Par contre, dans Un dîner presque parfait, clairement, au premier repas, je dis désolé, je pourrais pas manger, je mange cachère. Et là, ça a été assez violent. Et vous pouviez pas le dire avant que vous mangez cachère ? Je l'avais dit à la prod, mais ils avaient pas prévenu une des hôtes, enfin la première hôte de la première soirée. Mais c'est encore une fois, c'est la notion de au pied du mur. Ça m'a permis de me dire que fallait pas lire les commentaires. Ouais, donc ça quand même, ça vous a fait quelque chose. Ah oui, Ruben Sarfati. Dans la foulée, vous allez gagner l'émission La meilleure équipe de France, qui réunit les meilleurs candidats de l'émission Un dîner presque parfait. Et puis, vous publiez votre premier livre, Mes recettes, dont l'idée est née après la finale de cette émission-là. Dans le même temps, les producteurs de la chaîne M6 vous remarquent, et je crois qu'ils se passionnent un petit peu pour vous, Ruben Sarfati.
On avait bien accroché, c'était intéressant. Le dîner presque parfait, le challenge et l'ensemble m'avaient beaucoup plu, donc ça a permis justement de mettre un pied là-dedans. Et ensuite, ils m'ont effectivement suivi et proposé. Alors à la base, ils m'avaient pas forcément dit que la temporalité allait être celle-ci, et ils m'avaient dit d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu persévères en cuisine, ça pourrait nous intéresser comme profil. Puis 2-3 mois après, juste après mon bac, ils sont revenus. Et c'est là où, encore une fois, il a fallu faire un choix à un instant donné sur une période courte et où c'était là encore un choix de vie. Mais complètement, parce que vous sortez de vos études au lycée Louis-le-Grand, au cœur du quartier latin, si je dis pas de bêtises, à 18 ans, le bac en poche, une inscription à Sciences Po avec toujours cette casquette de chef à domicile. Vous intégrez le casting de la 3e saison de l'émission Top Chef. On est en 2012, toujours sur M6. Vous êtes le plus jeune candidat qui a participé, en tout cas pour cette période, parce que je crois qu'après il y a eu un candidat qui avait 16 ans, si je ne m'abuse. Enfin, peut-être que je me trompe. Ça, j'avoue que je ne regarde pas, donc je ne peux pas vous aider. Il me semble qu'il y a eu quelqu'un aussi de très jeune qui a participé, mais bien après. En tout cas, vous êtes le plus jeune candidat ayant participé à ces 2 émissions. Quel souvenir vous gardez aujourd'hui de ces compétitions-là ? Ça a été hyper formateur, ça a été très intéressant et enrichissant en termes de prise de décision. Ça n'a fait que me conforter dans l'idée que la cuisine me plaît et que je ne pense pas avoir fait une erreur de faire ce choix que de suivre une envie, une passion. Donc c'était que positif. Elles vous ont plus donné confiance qu'elles ne vous ont fait douter, parce que c'est des émissions quand même où c'est vrai que le doute est très présent. Est-ce que j'ai bien fait ? Mais je pense que dans la cuisine, c'est du quotidien de douter. Ou pas? Alors j'avoue que je crois pas connaître beaucoup ce sentiment. J'ai tendance à essayer de me faire confiance et à faire tout mon possible pour ne pas avoir besoin de faire beaucoup de place à ça. Donc non, c'était plus, j'avais envie de me dépasser, de faire le maximum, d'affronter ce challenge et d'aller au plus loin possible, mais en me disant que de toute façon j'avais rien à perdre et que quoi qu'il arrive, ce n'est que du positif. Quel caractère il faut, vous pensez, pour être un bon chef ? À mon avis, il faut être challenger, je pense que c'est indispensable. Curieux, alors est-ce que c'est un caractère, c'est un trait de caractère. Je pense que c'est intéressant et c'est aussi là aussi très important. Pugnace, c'est bien. Positif, à mon avis, c'est très 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 important parce qu'il y a nécessairement toujours des couacs, des aléas, des choses à gérer, des gens, des envies. Donc il y a, à mon avis, beaucoup plus de positif à voir partout que à se poser des questions et à laisser place au doute. Ruben Sarfati, Jean-François Piège dit de vous, en tout cas il voit en vous les qualités d'un futur grand chef, et très tôt c'est ce que vous avez envie de faire parce que vous devenez entrepreneur avec un premier restaurant à 21 ans au cœur de Paris qui s'appelait le Spontini 50. C'est une expérience qui a duré 2 ans mais qui vous a aussi beaucoup appris, je crois. Bien sûr. Ça m'a appris à deux niveaux. Culinairement parlant, ça m'a appris beaucoup en termes d'envie de tenir un lieu, d'y recevoir des gens, de donner une identité au lieu, d'avoir une vraie pâte, une vraie offre. L'idée, c'est qu'il n'y avait pas de menu, il y avait un menu tous les jours différent, donc on renouvelait tout, on faisait tout maison. Donc à ce niveau-là, c'est très intéressant d'accueillir les gens chez soi, dans un univers qu'on a envie de créer autant que faire se peut. Mais je crois que ce que vous préférez, je me permets, c'est vous être mouvant. Pas que les gens viennent à vous en se mouvant, si je peux dire. Après, c'est pour ça, la deuxième chose que ça m'a appris, c'est que c'était pas à date ce que j'avais envie de faire. C'est ça. C'est aujourd'hui, j'adore le côté très nomade de mon activité, devoir m'adapter à plein de contraintes. Enfin, la notion de couteau suisse. J'ai pas mal de partenaires et de clients qui n'hésitent pas à m'appeler comme ça, et c'est ce que j'aime beaucoup, essayer de m'intégrer dans un brief, dans des contraintes qu'on va me donner et de faire au mieux par rapport à ça. C'est sans doute ce que vous avez fait aussi il y a 3 ans, en 2019, où vous collaborez à la création de Fumée, ce fameux restaurant cachère dans le 8e arrondissement de Paris, dont vous signez la carte originale qui est gourmande. Quelle est la recette phare dont vous êtes le plus fier sur cookie marche très bien. C'était marrant de réussir en sucré à donner une vraie identité. Un cookie parvé déjà, mais où on va réussir. J'ai une partie assez importante de mon activité aujourd'hui qui est cette activité de consulting, où là encore je reçois des briefs, on me donne des idées, des envies, et à moi de calquer là-dedans pour y faire un menu qui va être cohérent par rapport à cette identité-là. Et donc là, l'idée et l'enjeu, c'était de réussir à filer cette notion de fumée de bout en bout, des entrées au dessert, et de légitimer cette envie, et que ce soit pas comme un cheveu sur la soupe. Ça n'a pas d'intérêt si ce n'est de respecter le concept. C'était pas le but.
Vous parlez de fumée, je suis obligée de rebondir sur une anecdote de votre livre Casserole de chef au sein d'un ministère justement. Est-ce que vous voulez bien la raconter, cette histoire que vous avez vécue et que vous racontez dans ce livre ? Ah oui, mais il y a eu pas mal de... Typiquement, ça fait partie des premières grosses prestations que j'ai eues sur lesquelles il y a eu des embûches de bout en bout. Où on m'a laissé accès à la cuisine du ministère, mais où on m'a bien fait comprendre que j'étais pas chez moi et que j'allais devoir me plier aux règles du jeu imposées par le lieu, et où j'avais pourtant fait valider le menu en amont, mon client l'avait validé. Dans ce menu, il y avait du cabillaud fumé en plat, et où moi, de manière tout à fait naïve, dans l'après-midi, j'arrive, je commence à faire ma mise en place et à me préparer pour le repas du soir. J'improvise un fumoir parce que fumer du cabillaud pour 200 ou 250 convives, ça demande de la place, et donc je mets tout ça sur une échelle de pâtisserie. Je sais pas si les gens visualisent ce que c'est, mais c'est un très gros meuble en inox dans lequel on peut mettre pas mal de compartiments, et où je positionne mon cabillaud, je filme l'ensemble, et en bas, je mets un grand bac dans lequel je mets du foin et je fais brûler tout ça. Et je fais ça, et je suis dans mon coin, je suis tout seul dans une cuisine immense, mon staff arrive 1 heure ou 2 heures après, donc je suis vraiment tout seul. Et d'un coup, la porte s'ouvre, le chef des pompiers arrive devant moi, et il arrive en panique pensant qu'il y a un incendie, et il me voit très calmement en train de faire ma connerie dans mon coin, et moi je suis tout content, tout va bien, j'avance. Et il me dit soit vous arrêtez tout de suite, soit on évacue. Je lui ai dit, j'arrêterai pas, donc évacuez tout de suite. Et donc, ils ont tout évacué le lieu. Moi, j'ai continué tranquillement. Lorsqu'ils ont vu que ça s'arrêtait, que la fumée s'estompait et qu'il y avait finalement pas besoin de s'inquiéter, tout le monde est revenu. Mais donc, ça a duré une petite demi-heure pendant laquelle j'étais tout seul. Ça doit être assez fou quand même. Le cœur doit être assez battant dans ce genre d'expérience, si je peux dire. Parce que là, vous avez quand même un chef d'une sécurité d'un grand ministère qu'on ne citera potentiellement pas, que vous n'avez pas cité, mais que vous pouvez citer aujourd'hui si vous le voulez. Gardez ce secret. Et en plus de ça, il y a une sorte d'injonction. On vous dit le pain doit être servi à telle heure, ça doit se passer comme ça. Sauf que vous, le pain, vous le faites vous-même. Exactement. C'est une de vos grandes spécialités. Et finalement, vous dites non, je peux pas parce que le pain, il est pas cuit. Ah oui, c'est ça, c'est que à un moment donné, juste avant le repas, donc ça devait commencer vers les 20h, à 18h30, le chef maître d'hôtel de la soirée me demande si on peut discuter de la tournure du repas. Je prends 5 minutes pour monter, pour voir avec lui et donc discuter de ce repas. Il me demande comment je vois les choses. Je lui explique le timing que j'ai en tête. Puis il tape du poing sur la table et il me dit non, alors ici ça se passe pas comme ça. On va faire ci, on va faire ça. Je lui dis non, en fait c'est pas ce qui est prévu. Moi je dois faire ci. Non, t'as pas compris, ça va être comme ça. Et donc moi je rebrousse chemin et je m'en vais. Et il commence à péter un plomb, à s'énerver, à me dire mais comment ça tu pars, tu m'écoutes pas. Alors il me tutoie, je le vois, mais nécessairement j'ai 19 ans, il en a 60. Donc il a scalé directement qui allait prendre le pas et qui était plus à même d'avoir du respect que l'autre, ce qui me plaît pas forcément. Et en fait je lui ai juste dit en fait c'est pas un discours, c'est pas un dialogue, mais c'est un monologue. Ouais. Donc je n'ai pas de temps à perdre avec ça, donc pas de problème. Et donc je suis reparti et j'ai fait ce que j'avais à faire. De toute façon, il pouvait pas faire sans, parce que c'était moi qui allais être garant de c'est prêt quand j'ai envie que ce soit prêt, il servira à ce moment-là. Mais oui, il y a un rapport de force qui s'est créé nécessairement, mais au même titre qu'il y a beaucoup moins longtemps, ça a 10 ans ou 12 ans, il y a beaucoup moins longtemps pareil, j'étais en train de préparer dans des bureaux. La notion de chef à domicile fait qu'on est obligé de s'adapter et que donc je fais autant pour des pros que pour des particuliers. Et souvent, j'improvise une cuisine dans des bureaux. Donc là, on était au 5e ou 6e étage dans un bureau face à un écran comme celui-ci. Donc c'est compliqué. On m'avait plaqué une table face à un écran et je mets des plaques à induction avec ça. Donc ça fait des éclaboussures partout. C'est pas top, mais donc on protège comme on peut et ainsi de suite. Et pareil, le chef de la sécurité vient nous voir en nous disant il y a trop de fumée. On va être obligé de couper les capteurs. Donc, si vous avez un problème, appelez-nous. Ok, pas de problème. Là, au moins, c'est intéressant, c'est intelligent. Oui, il y a un dialogue, il sait qu'on va potentiellement dépasser les densités. Ok, donc pas de problème. 1 minute après, l'alarme incendie se déclenche. Mais il est absurde. Il vient de me dire que tout va bien, on n'a pas à s'inquiéter, il déclenche l'alarme incendie. Mais donc, politique de mon client qui est donc en pleine réunion, alarme incendie, donc on descend. Donc ils descendent tous, donc ils évacuent. Mon repas pour 25 est en train de partir, nous on est là-haut en train de préparer, on se retrouve un peu bête face à ça. L'alarme a duré 5-6 minutes. Au bout de 5-6 minutes, on était quand même en train de se dire, peut-être qu'il y a un vrai incendie. On est coincé au 6e, on n'y a pas cru. Là, on est mal. En fait, ça s'est arrêté, tout va bien. Riven Sarfati, merci pour ces anecdotes. Il y en a plusieurs, une dizaine, nouvelles courtes, croustillantes, folles, touchantes, à dévorer sans modération, sur des histoires
uniquement vrai. Casserole de chef, c'est un livre que vous venez de sortir, que vous avez voulu volontairement autofinancer entre guillemets avec une campagne de crowdfunding réussie sur Ulule. Pourquoi ce choix? Pour rester autonome et... Alors non, pas forcément. L'idée c'est que j'étais très sûr de ce que j'avais envie de faire. Et que j'ai déjà fait 2 premiers livres qui se sont très bien passés, mais où nécessairement, quand on rentre dans une maison d'édition, ils ont un illustrateur en interne, ils ont des envies, des idées, une ligne éditoriale, des budgets à respecter. Et là, j'avais suffisamment d'idées et d'envies pour vouloir les faire vraiment comme je l'entendais, mener à bien ce projet. Et en me disant, au moins si j'en fais un et que je suis fier et content du projet, je peux aller les voir en leur disant, voilà, le premier on y a réussi, ça a coûté tant, on l'a fait, on a vendu tant. Si vous voulez, j'en ai 10 autres sous le coude, on les fait ensemble. Mais au moins j'arrive avec un projet pilote abouti, cohérent, qui me permet ensuite de mieux étayer mon envie de faire la même chose, le même format pour les suivants. Et vous avez réussi parce que je crois que vous avez levé à peu près 20 000 euros, il me semble, sur ce projet-là, où vous envoyez des vertes et des pas mûres, que vous racontez, bien sûr. Ce livre, donc, il est auto-édité. Il est disponible via la campagne de prévente sur Ulule, sur le site Casserole de Chef et quelques revendeurs indépendants. J'imagine que vous avez bien choisi. Pour le savoir, j'imagine qu'on va sur le site internet Casserole de Chef pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ce livre. Et puis beaucoup de choses que vous proposez, comme par exemple un brunch le 24 juin. Expliquez-nous cette envie. L'idée, ça a été de faire pas mal d'avant-première et de créer des moments justement où on allait pouvoir échanger autour de ce projet, de faire des vrais moments de vie plutôt que de manière un peu plus impersonnelle, de juste l'envoyer par la poste. C'était fort d'un constat plutôt bête et méchant, mais qui est qu'aujourd'hui en France, d'expédier un livre, ça coûte 5 €. Ouais. C'est très cher. Bah oui. Donc plutôt que de l'expédier, autant le remettre en main propre et de faire un package un peu plus intelligible et cohérent pour tout le monde, où on va essayer d'esquiver ça. Alors effectivement, malheureusement, ça fait que c'est beaucoup plus trouvable à Paris que pour des gens qui sont en province, mais au moins d'essayer de faire des moments de partage dans des lieux dits où on va pouvoir le remettre en main propre et optimiser ces 5 €, faire un peu plus, mais d'avoir un repas à partager plutôt que de donner de l'argent à la poste. Vous parlez de repas à partager, un autre repas à partager dans un restaurant cachère à Levallois, le 22 juin, dans un beau restaurant. Est-ce qu'on peut savoir lequel? Parce que nos auditeurs vont probablement venir vous voir. Ce sera quel resto? Ça va être chez Nouba à Levallois, donc c'est le restaurant qu'a récemment ouvert mon frère. Et donc justement, ça faisait un moment qu'on réfléchissait à un repas à faire à 4 mains et c'était l'occasion, quand on en avait parlé 2-3 mois après l'ouverture, c'était pile au moment du début de la campagne. Donc on s'est dit que ça pourrait faire un joli moment de partage. Justement, il a une terrasse, donc ça permet d'avoir beaucoup de place et donc de pouvoir faire un vrai beau repas ce soir-là dans ce resto. Ce restaurant cartonne en ce moment, j'en entends beaucoup parler. C'est assez drôle parce que je ne savais pas que c'était votre frère. Donc c'est une histoire de famille, la cuisine, finalement. Alors il est plus côté organisationnel, gérant. Alors il cuisine et il aime cuisiner, mais il a une équipe, il a un chef, etc. Mais c'est son restaurant et il tient des restos qu'il anime et qu'il gère depuis une bonne dizaine d'années, et où j'ai eu l'occasion de lui faire la carte dans un autre restaurant qu'il a à Aéroville. Donc oui, c'est une affaire de famille et on collabore quand on peut sur des projets qui font sens. Et vous faites très bien. On va continuer à parler avec vous dans cette émission. Ruben Sarfati, venu pour le livre Casserole de Chef, à retrouver sur le site Casserole de Chef. Restez avec nous dans un instant, la suite de cette émission, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Eva Soto. Rebonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. En Israël, en politique intérieure, le vote à la Knesset sur la commission de sélection des juges vient de se terminer. Il a eu lieu dans une ambiance tendue car finalement Binyamin Netanyahou a dit aux députés du Likoud de voter contre tous les candidats. Une fois que les résultats seront tombés, les 2 leaders des principaux partis d'opposition, Yair Lapid et Benny Gantz, ont annoncé la tenue d'une conférence de presse. Et par ailleurs, la police a commencé à installer des barricades dans une rue de Jérusalem, celle où le Premier ministre Binyamin Netanyahou a un appartement, apparemment en prévision de manifestations contre lui.
Diplomatie, Joe Biden qui a invité Isaac Herzog à la Maison-Blanche. Le président de l'État d'Israël devrait se rendre aux États-Unis en juillet. Ce sera déjà sa seconde visite sur place, alors que le Premier ministre israélien, lui, attend toujours une invitation à Washington. Mais Joe Biden traîne des pieds à cause du projet de réforme judiciaire en Israël auquel il est opposé. Et dans ce contexte, Benjamin Netanyahou laisse entendre que les discussions entre les États-Unis et l'Iran seraient un moindre mal. Le Premier ministre israélien a tenu cette position hier lors d'une réunion à huis clos à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset. Il a même affirmé que Washington parviendra à un accord avec le régime islamique qui l'empêchera d'enrichir de l'uranium à 90%. En France, dans l'affaire du fonds Marianne, Marlène Schiappa, entendue par la commission d'enquête du Sénat. Marlène Schiappa qui a créé ce fonds après l'attentat contre Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Ce qui est en cause, c'est l'argent versé à certaines associations qui pour certaines n'ont pas produit ce qui pouvait en être espéré. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Ruben Sarfati et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Dans la tête de tous les élus, Marine Le Pen sera qualifiée en 2027. Les prises de position des LR sont parfois plus dures que celles du RN. Un Laurent Wauquiez qui, même comme vous le dites, rame pour aller vers les uns ou vers les autres. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire, le premier hôtel tel-avivien créé à Neve Tzedek. Avec son design élégant, luxueux, l'hôtel El Konin Tel Aviv apporte une touche de sophistication et de charme à la française dans la ville blanche. Piscine et bar sur toit, face à la mer, spa Clarins et produits d'accueil Clarins en chambre, salle VIP pour des événements intimes. Et ce n'est pas tout. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose l'Époque, restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. L'hôtel El Konin Tel Aviv, 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Incontournable. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Ruben Sarfati, pour son livre Casserole de chef, 10 nouvelles croustillantes à dévorer sans modération que j'ai pris grand plaisir à lire. J'ai souri, je me suis amusée, je me suis mise à votre place et je me suis dit, mon Dieu, je ne sais pas comment j'aurais réagi dans ces conditions assez drastiques dans lesquelles vous vous trouvez assez souvent. Dans ce livre également, il faut le dire en bonus, un QR code. Exactement. Où on peut refaire nous-mêmes les recettes dont vous nous parlez. C'est ça. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, dans chaque histoire, il y a une recette en fil conducteur. Et alors, j'ai longtemps hésité lorsqu'on a réfléchi au projet avec Sophie, que je salue. On a hésité lorsque le projet est né. On s'est demandé un petit peu quel allait être le format le plus cohérent. Est-ce que c'était un podcast? Est-ce que c'était une BD? Est-ce que c'était un livre, un roman, un recueil de nouvelles? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'était un livre de cuisine plus simple, mais avec une longue préface contexte qui permet d'expliquer le pourquoi cette recette? Finalement, on a choisi... on s'est dit que c'était le format le plus cohérent. Mais malgré tout, je trouvais sympa qu'il y ait quand même un entre-deux avec la cuisine. Donc il y a une recette qui à chaque fois sert de fil conducteur et qu'on va retrouver via ce QR code en format vidéo où on va avoir la recette en pas à pas et en format fiche recette. Mais ça, ce n'est accessible que aux personnes qui ont le livre. Ça va pas être des vidéos qu'on va mettre sur YouTube que tout le monde pourra aller voir. Sauf que le projet a suscité tellement d'enthousiasme et de discussion que éventuellement vous pensez quand même à une série et à d'autres déclinaisons. L'idée, c'est qu'il y en a pas mal de... J'en ai une centaine en stock et ça s'auto-régénère très vite, donc ça c'est plutôt bien. Rien que la semaine dernière,
dernière, il y en a eu 2. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, de chaque galère, de chaque problème sur une presta, ça me permet de le voir positivement. Une galère devient du positif, ça devient du contenu. Donc ça, c'est très cool de créer grâce à du négatif à un moment compliqué. Et donc, comment vous pourriez le mettre dans la matière éventuellement un podcast sur YouTube avec une petite vidéo qui explique ce qui vous est arrivé. Soit un podcast, et effectivement, soit sous format de mini-série, de série, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus télégéniques, parce que c'est des moments, des images, des choses qui se vivent vraiment. Et il y en a une, il y a 2 ou 3 mois, sur un bateau à Cannes, où à un moment donné, il y eut tellement de monde sur le bateau que de manière tout à fait calme et décontractée, on était en cuisine, le capitaine arrive et il nous dit « Il y a tellement de monde sur le bateau qu'on coule. » Mon Dieu. Ok, mais on fait quoi? Enfin, c'est très bizarre. Et il lâche ça comme ça. Et je lui dis, ok, et donc? Eh ben, on va virer des gens. D'accord. Mais il m'a dit ça avec un tel flegme, il avait l'air de maîtriser la situation. Et effectivement, on attendait 80, on a eu 200. Ce qui est rassurant, c'est que le point de bascule, il est haut. C'est pas à 82, ça tombe. Non, à 200, ça a commencé à couler. On a perdu genre 1m20 en 10 minutes. C'est surréaliste quand on vous entend raconter ça. On se dit, qu'est-ce qu'on aurait fait, comment on aurait réagi. Donc en effet, oui, il vous arrive des péripéties assez incroyables. Vous seriez filmé donc en non-stop. Non, ça c'est plus de les retranscrire et retranscrire, ce serait vous qui serez... Non, pas forcément. Non, moi j'aime bien écrire et raconter les histoires. Et donc, moi je pense en effet qu'il y a de quoi faire sur un programme court éventuellement, sur une chaîne. En podcast, il y en a qui sont très courtes et très impactantes, mais qui ne durent pas 10 pages et donc 7, 8, 10 minutes. Donc en podcast de 2 minutes, 33 minutes, ça peut faire une pastille marrante, intéressante, etc., etc. Donc il y en a pas mal qui sont sous des formats très différents. Ruben Sarfati, vous enchaînez les foules de projets depuis quelques années. Vous avez travaillé au Café Pélican, vous avez travaillé pour ce restaurant dont nous parlions tous les deux il y a quelques minutes, un restaurant un peu circuit court. Ah, reste ici, tout à fait. Voilà. J'ai eu pendant 2 ans, juste avant le Covid, pas mal de tiers-lieux que j'animais, où je produisais dans un labo que j'avais en région parisienne et où je distribuais dans différents lieux, que ce soit le restaurant de la Cité Fertile à Pantin et aussi une cantine d'entreprise au sein d'un Fab Lab, d'un atelier partagé d'artisans à Montreuil. Et donc ça, c'était hyper intéressant parce que l'idée, c'était de réussir à faire une offre du midi, pas chère, raisonnée, durable, à partir de produits locaux, bien faits, tout fait maison. Aujourd'hui, c'est ce que vous valorisez, j'ai la sensation. Vous n'êtes plus parisien, vous habitez, je crois, dans le 77 vers Provins, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Depuis 3 ans maintenant, vous avez un jardin potager, verger, serre aquaponique. Vous produisez vos œufs, du miel, des fruits, des légumes pour votre activité de chef à domicile. C'est vraiment une volonté de faire du local, du circuit court et de valoriser ça un maximum. C'est important pour vous, cette conscience? C'est hyper important, en fait. C'est né du principe que quand j'ai commencé il y a 12-13 ans le chef à domicile, il y avait quand même beaucoup moins d'offres et de concurrence et que petit à petit, depuis 5, 6, 8 ans, dès qu'il y a un nouveau produit, on va se mettre à 100, 1000 dessus et donc c'est très compliqué aujourd'hui de surprendre un client par une variété de produits ou par une qualité de produits. Donc petit à petit, j'ai commencé, quand j'étais encore francilien, enfin j'habitais à Courbevoie, à planter pas mal d'herbes aromatiques, de fleurs comestibles dans mon appart, sauf que petit à petit, mon appart n'était plus un appart. Et en fait, c'est ça qui a fait que j'ai dû rapidement trouver une solution autre pour avoir plus de place et laisser plus de place à ces envies de produire et de toujours chercher d'autres produits marrants, intéressants. Aujourd'hui, j'ai planté des cèdres de Sibérie parce que ça fait des pignons de cèdre. Alors le pignon de pin c'est top, le pignon de cèdre c'est encore mieux. C'est encore meilleur. Donc des saveurs différentes, variées, j'imagine l'envie de découvrir davantage de produits qu'on ne pourrait pas forcément avoir dans les épiceries fines relativement qu'on trouve un petit peu partout. Est-ce que justement ça a réveillé une autre conscience chez vous parce que on est à l'heure où le véganisme prend de plus en plus de place, les gens ont envie de moins manger de viande. Est-ce que vous vous situez vers là où vous préférez quand même garder la possibilité de tout faire? C'est plus moins mais mieux. Je comprends, je suis beaucoup plus flexi que végé ou vegan. Je comprends le vegan à 100%, hein. Mais moi, pour ma part, c'est plus manger du poulet de batterie, c'est indécent. Si c'est bien fait, si on sait d'où ça vient, qui le fait, que c'est fait dans les règles de l'art. J'ai pas de souci à le proposer, même si j'ai encore moins de soucis à entendre une demande d'un client qui va être vegan et qui va me demander de respecter cette contrainte. Un projet, Ruben Sarfati, en cours de dépôt de permis pour bâtir une maison d'hôte à l'horizon 2026-2027. Ça, c'est votre cheval de Troie en ce moment. J'étais en rendez-vous ce matin pour déposer avec l'architecte. Donc tout à fait, ça fait partie des projets en cours et des projets à beaucoup plus long cours. Mais ça, l'idée, c'est de le démarrer tranquillement d'ici 3 à 4 ans et ensuite de monter en puissance. Mais là, par contre, ça fait partie des envies que je pense que j'aurai dans
plus longtemps, de me sédentariser partiellement et donc là d'animer ce lieu-là pendant X week-ends par an pour y faire des week-ends de gourmands où j'accueille des hôtes et où là encore un peu comme l'envie et l'amour que j'avais à recevoir des gens au resto, de me dire que c'est un lieu que je vais penser pour recevoir des gens, pour partager ensemble un moment, d'aller cueillir ensemble des fruits et légumes, récupérer les œufs, de faire un atelier de cuisine ensuite où on va dans un premier temps aller récupérer les produits dont on aura besoin, de faire un repas ensuite partagé entre des gens qui se connaissent pas mais qui vont apprendre à se connaître autour de la table, etc. Voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie des choses que j'ai envie de faire, mais que ça me plaît l'idée que ce soit à long cours et le projet mûrit au fur et à mesure que le jardin évolue, que l'architecte a des idées, qu'on les voit évoluer, que la pénurie de matériaux rebat les cartes et en fait on va essayer d'en faire une force, etc., etc. C'est une très bonne idée, je me permets, et quand la manière dont vous nous l'avez entre guillemets vendu, je me suis visualisée dans l'émission de Frédéric Lopez sur la 2 entre ces artistes qui se rejoignent les uns et les autres, qui cuisinent ensemble. C'est un moment de partage. Exactement, nous sommes d'accord. Est-ce qu'on peut savoir potentiellement vers quel endroit ça va se trouver? C'est là où je suis aujourd'hui, donc à Provins, enfin juste à 6 km de Provins, dans le 77, donc à 1h05 de Paris si on est à l'est, 1h20 si on est à l'ouest. Voilà, c'est la possibilité de passer un très bon moment, pas loin de Paris. Parfois, tout est à portée de main. On va poursuivre cette émission et découvrir toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts, avec des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire, et on part au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! Olé! Au théâtre. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre. Bonjour Christophe. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Alors, a priori, nous allons voir Médée à la Comédie Française avec vous aujourd'hui. Et oui, je vous emmène voir cette pièce, une tragédie d'Euripide, bien connue, mais je voulais surtout en faire un exemple pour qu'on retienne tous une leçon. Ne jamais, jamais, jamais suivre l'avis des autres avant d'aller au théâtre. Alors bien sûr, les critiques professionnelles ont une expertise incontestable. Quand on voit 4 à 5 spectacles par semaine, on finit par avoir une grille de lecture pertinente. Et de même, le bouche à oreille des amis, des collègues, des gens qui ont les mêmes goûts que vous, ça peut être une boussole très utile. Mais rien ne remplace l'expérience personnelle. On y va et on juge après. Je dis cela parce que moi, je n'avais pas envie d'aller voir Médée. J'avais entendu et lu trop de mal de cette pièce. Ça me semblait être raté. Et j'ai eu une excellente surprise. Je ne me suis pas ennuyé une seule fois. La critique unanime s'est trompée, à mon avis, et les réseaux sociaux n'ont rien arrangé. Pas d'ennui, et même j'ai été un peu hypnotisé par le choix exercé par la directrice d'acteurs et metteuse en scène, Lisboa Ubrecht, qui a fait un choix très musical de sa manière de diriger les acteurs et surtout les actrices de la Comédie Française. J'ai été intrigué par cette marche au crime de cette mère de famille qui va assassiner ses 2 enfants pour se venger de son mari infidèle. Jason, en effet, a décidé de quitter Médée pour épouser la princesse de Corinthe qui lui donnera un destin royal. Jason est interprété par Sulian Brahim. Choix pertinent. Non seulement c'est une excellente comédienne, mais Euripide nous explique, au détour d'une phrase, que Jason a perdu à la guerre les attributs de sa virilité. Il ne pouvait plus avoir d'enfants et c'est par magie que Médée lui a donné 2 fils. C'est pourquoi elle est blessée par son ingratitude suprême. Médée, c'est une tragédie fondatrice puisqu'elle nous présente le crime le plus absolu. Une mère qui tue ses enfants, une mère qui ôte la vie aux êtres auxquels elle a donné la vie. Jeune recrue du français, Sephora Pondy joue Médée. Sephora Pondy, eh bien, on n'a plus le droit de dire les choses comme ça, mais je le dis quand même, elle a la peau noire, elle a une silhouette, comment dire, un peu généreuse, en tout cas imposante. Elle est hors norme, Sephora Pondy, et c'est pour ça qu'elle est une actrice formidable. Elle échappe à tous les canons esthétiques et même techniques de la scène actuelle. C'est perturbant, c'est fascinant. Elle est à la fois habitée, elle est naturelle, elle porte son personnage vers un crime qui est parfaitement rationnel, c'est un crime de sang-froid, c'est un crime politique, et c'est un crime aussi nimbé de folie. Il faut être folle pour tuer ses enfants, il faut presque être sorcière. C'est Médée qui finalement gagne du pouvoir, puisqu'elle a fait alliance avec le roi d'Athènes, et elle abandonne derrière elle Créon, le roi de Corinthe, qui pleure sa fille assassinée par Médée. C'est elle qui devait épouser Jason, et puis elle laisse derrière elle Jason, un père avec le cadavre de ses 2 enfants. C'est une expérience théâtrale inédite, c'est une manière de jouer qu'on n'a pas l'habitude de voir. Eh bien, allez-y, jugez par vous-même.
Je pense que les Grecs, quand ils ont vu la création d'Euripide, ont été troublés, eux aussi, perturbés par voir cette criminelle qui était impunie des dieux. Finalement, les siècles passent et l'émotion perdure. Merci beaucoup Christophe Barbier. Franchement, vous nous l'avez tellement bien vendu. J'ai envie de citer une phrase qu'on dit souvent, c'est « Il faut toujours goûter avant de juger » et ce sera le fil rouge entre vous et notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Barbier. À bientôt. À bientôt. Allez, tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J. L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Ruben. Alors dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. Alors on commence en musique. Alors vous nous avez pas beaucoup aidé puisque vous nous avez confié ne pas forcément écouter beaucoup de musique et malgré ça, il y a un instrument qui vous fascine, qui n'est pas banal et qui tire son origine de la cuisine, ça tombe bien. Il s'agit du handpan. Handpan, je sais pas si je prononce bien. Handpan. Alors Cyrielle, j'imagine que vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Complètement. Alors, et Mata Gabin en face de moi aussi. Alors je vais vous expliquer. Le handpan que je ne connaissais pas encore avant de préparer cette chronique, c'est une sorte, j'ai écouté effectivement, on peut entendre, c'est une sorte de tambour métallique qui ressemble un petit peu à un couvercle de barbecue, à la sonorité assez envoûtante, on peut entendre un extrait, et c'est un instrument de musique qui n'existe officiellement que depuis l'année 2000 et dont l'histoire est assez étonnante. Un petit flashback, tout débute en Inde. Le Ghatam, ancêtre de l'handpan, est à l'origine un pot à eau en terre cuite utilisé par les villageois pour cuisiner, quelque chose qui vous parle forcément, Ruben. Et dès le 8e siècle, ce pot à eau connaît sa première customisation avec l'invention du Ghatam en métal qui deviendra bien plus tard le handpan. Alors quand je dis bien plus tard, ça nous emmène en 1999. Cette année-là, Reto Weber, un percussionniste suisse, rêve d'un instrument à percussion fait de métal et il s'inspire donc de ce pot à eau en métal pour créer le handpan. Le handpan est donc mis sur le marché en 2000 et connaît un succès phénoménal. C'est un instrument un peu new age, à l'aspect futuriste, qui trouve tout de suite une clientèle de passionnés. Aujourd'hui, il y a plus de 300 ateliers à travers le monde qui le fabriquent. Le handpan est donc entré dans la grande famille des instruments. Et si vous désirez en acquérir un, il faudra quand même débourser minimum 1000 €, puisque le ticket d'entrée pour cet instrument, c'est entre 800 et 1500 € pour avoir quelque chose de bonne qualité. Et quand j'en ai vu un, je me suis posé la question justement, parce que ça fait partie des choses que j'aimerais bien avoir dans la maison, qui est un baby-foot, un billard, et ça comme instrument, parce que c'est très difficile à réussir mais facile à faire, très rapidement et très instinctivement on peut commencer à tâtonner. Mais oui, j'ai vu que c'était très cher. Eh bien, ça donne envie, en tout cas, de voir à quoi ça ressemble. Je vais taper sur Internet pendant que nous sommes en train de parler. Je pense que les auditeurs, s'ils peuvent le faire, c'est l'occasion de voir à quoi ça ressemble. On se couchera tous moins bêtes. On continue avec un musicien que vous appréciez, Ruben Sarfati. Et il s'agit, quelqu'un qu'on connaît bien, Avishai Cohen, dont vous avez même le CD dans votre voiture, je crois savoir. Tout à fait. J'ai eu la chance de faire une presta où il était en train de se produire devant moi, à 3 mètres. Donc pareil, ça fait partie des anecdotes et des moments marrants parce qu'il était devant moi et j'avais il y a eu un petit quiproquo avec le client où il m'avait autorisé à rester en cuisine et à préparer si je ne faisais pas de bruit pendant la représentation, mais finalement il voulait pas et donc j'avais pas le choix et j'avais plein de choses au four, donc j'ai été obligé de rester avec l'engagement de ne pas faire de bruit. Mais en fait, on se rend compte que tout fait du bruit. Défilmer une assiette, ça fait un bruit terrible. Mais bien sûr. D'ouvrir l'eau, ça fait un bruit absolu. De juste augmenter la température sur une plaque à induction, le petit bip qu'on n'entend pas normalement, quand on a promis de ne pas faire de bruit, fait un bruit terrible. Conditions drastiques, j'ai envie de dire. Oui, alors vous m'avez devancé puisque j'allais vous demander justement de nous décrire un peu cette rencontre avec ce contrebassiste israélien devenu une véritable star et parti un petit peu de rien du tout. On en a déjà parlé dans cette émission. Sa vie, elle a basculé à 22 ans puisque après avoir servi pendant 2 ans dans l'orchestre de l'armée israélienne, Avishai Cohen, encore totalement inconnu, a décidé de changer de vie et de s'installer à New York, place forte et incontournable du jazz. Mais ses débuts ont été difficiles. Pour vivre, il doit jouer dans la rue tout en alternant avec un petit boulot dans le bâtiment. C'est pas du tout sa passion, mais il faut bien manger. Et sa vie a basculé en 97 puisque Avishai Cohen avait enregistré une démo sur une cassette qu'il avait donnée un petit peu sans espoir à l'un des amis de Chick Corea,
Corea, et il a été repéré par Chick Corea, l'un des membres du groupe de Miles Davis, c'est pas n'importe qui a été époustouflé par sa performance et lui a donc ouvert les portes du monde du jazz. Et aujourd'hui, Avishai Cohen, qui il y a quelques années encore jouait donc dans les rues de New York et travaillait dans le bâtiment pour vivre, se produit aujourd'hui dans les lieux les plus prestigieux de New York et évidemment dans le monde entier. C'est vraiment un ponte de la scène du jazz aujourd'hui. On en avait parlé déjà dans cette émission où Israël d'ailleurs est devenu une place forte du jazz en quelques années seulement, notamment grâce à ce genre d'artiste. Eh bien merci Jérôme Goulon, on va quitter la musique, on va parler de la littérature avec un livre qui pourrait vous plaire Ruben, et j'ai envie de dire juste entre parenthèses, le handpan, on dirait un instrument d'un Pokémon, je sais pas si vous êtes d'accord, oui, mais je vous assure, je sais pas, mais je trouve qu'on n'est pas loin. Mais c'est fou d'où les sons que ça peut sortir alors que la forme n'a pas de sens. C'est complètement surréaliste, c'est vraiment joli je trouve. Et si vous voulez avoir plusieurs sonorités, il faut en acheter plusieurs, c'est un peu comme les cymbales ou les batteries, donc ça coûte 1000 €, c'est le kit de départ, mais si vous voulez faire beaucoup de sons différents, ça coûte beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que c'est un son que j'ai vu faire, il en avait 2 et la maîtrise était dingue. Enfin, on avait l'impression qu'il était dans une espèce de rêverie, les mouvements étaient quasi automatiques. Enfin, et la sonorité que ça sort, alors que ça avait l'air d'être fait avec une nonchalance absolue, c'était assez fascinant. Ça me fait penser aux frères Meir et Yaakov Salah que nous avons reçus dans cette émission, qui ont grandi avec. C'est des artistes qui ont notamment beaucoup aidé à composer l'album de Slimane, qui ont eu des parents qui leur ont offert, enfin surtout le papa, des instruments toute leur jeunesse. Et j'ai envie de savoir si celui-là ils l'ont parce que voilà, ça leur permet d'avoir des sonorités assez incroyables sur les divers albums. Allez, on parle littérature avec vous, Jérôme. Oui, alors là non plus, vous ne m'avez pas aidé, mon cher Ruben, puisque vous nous avez confié en préparant cette émission ne pas lire beaucoup, mais je voulais quand même trouver un livre qui pourrait vous plaire, et il s'agit du livre Surtout les tons. Les tons, je parle des tons rouges, vous m'aurez compris. Un livre donc, comme son nom l'indique, consacré aux tons, est publié en juin 2022, c'est tout récent, chez l'éditeur Menu Frottin. Alors, espèce emblématique, on rappelle que le thon rouge a bien failli disparaître à cause d'une pêche devenue trop intensive dans les années 1990. Face au risque de le voir disparaître, un plan de reconstitution de la ressource a donc été adopté en 2006 au niveau international. Les méthodes de pêche ont évolué, des quotas drastiques et des contrôles renforcés ont été mis en place, et tous ces efforts ont payé puisqu'on peut à nouveau consommer du thon de Méditerranée sans aucun risque pour la sauvegarde de l'espèce. Une bonne nouvelle pour tous les amateurs de sushi. Et la sauvegarde du thon rouge a une cause qui, je le sais, vous tient à cœur, Ruben Sarfati. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Alors je vous invite donc, chers auditeurs, à lire ce livre, une véritable bible pour tous les amateurs de thon rouge, qui nous fait découvrir toutes les spécificités de ce poisson en nous replongeant dans l'histoire de sa pêche et des différentes techniques. Alors je change un petit peu d'univers parce que, comme le disait Patrick Sébastien, quand je regarde des reportages sur la pêche au thon, je me demande pourquoi il faut de tels efforts pour attraper des boîtes aussi petites. Eh bien, le livre Surtout les thons vous donne les réponses ainsi que quelques recettes qui devraient vous plaire, Ruben. Parfait. Eh ben, c'est une très jolie proposition. On termine avec du cinéma et votre film préféré du moment, Ruben Sarfati. Oui, alors vous nous avez donné un film apparemment qui vous a beaucoup marqué, et ce film c'est Whiplash, réalisé par Damien Chazelle et sorti en 2014. Alors on reste un petit peu dans l'univers du jazz, puisque ce film raconte l'histoire du jeune Andrew, 19 ans, dont le rêve est de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Ce n'est pas sans rappeler le destin d'un certain Avishai Cohen, dont on parlait à l'instant. Alors ce film, il a été encensé à l'unanimité par les critiques et obtenu de très nombreux prix, dont le Grand Prix du Festival de Deauville et 3 Oscars, c'était en 2015. Et pour cause, la force de ce film est de faire ressentir aux spectateurs toutes les émotions et les tensions que peuvent ressentir des musiciens dans un orchestre. Damien Chazelle, on le rappelle, était lui-même un batteur, une expérience qui lui a servi pour son film, puisque c'est en retranscrivant ses propres émotions et ses propres peurs tirées de son vécu personnel que Damien Chazelle a réussi à faire de ce film un chef-d'œuvre. On rappelle qu'il n'était pas du tout connu quand il a sorti ce film en 2014. Bref, un chef-d'œuvre à regarder avec un bon plateau de sushi au thon rouge, Ruben Sarfati. Parfait. Et c'est assez marrant, je vais vous dire, parce que Whiplash, ça fait partie des goûts culturels de nos deux invités, Meir et Yaakov Salah. Donc j'en ai parlé. Exactement, et vous voyez, je l'avais complètement oublié. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'eux, vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard. Merci beaucoup Jérôme Goulon pour cette chronique. Allez, tout de suite, c'est le coup de fourchette de Mata Gabin qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je fais du latte. Radio J. Radio J, le coup de fourchette.
Bonjour Mata. Bonjour Cyrielle, bonjour Ruben Sarfati, bonjour Radio J, bonjour à tous. Quel délice! On a du bol de recevoir un chef cuisinier pour le coup de fourchette. Ça tombe à pic. Voilà du bon pain sur ma planche à chronique. Tel Indiana Jones au féminin, avec un panier en osier à la place du fouet, je suis partie à la recherche d'une recette de votre région, Saint-Maur-des-Fossés. Cela m'a mise en ébullition créative. Mes papilles gustatives avaient l'eau à la bouche. L'idée est de vous travailler finement, monsieur Sarfati, du flan au jarret, de la hampe au flancher. Et c'est une promesse de festin. Demain, vous aurez peut-être, j'espère, quelques courbatures aux zygomatiques à digérer. Croquer les convives, ce n'est pas de la tarte. Mais ici, à Radio J, c'est ma passion. Il faut récolter, glaner, dénicher les infos comme autant de bons ingrédients afin d'avoir un consommé onctueux et homogène, un principe tamisé comme une farine ancienne. Ah, vous allez mijoter aux petits oignons accompagnés d'assaisonnements comiques. J'ai plongé dans l'exercice comme une écrevisse dans la marmite, mais avec moins de réticence. Ils sont capricieux, ces crustacés, hein. J'ai remonté les manches avant qu'on me remonte les bretelles pour me précipiter dans le bouillon de mon imagination. Aujourd'hui, nous allons déguster un invité à la sauce successful. Ah, il faut suer à haute température pour trouver le bon mode de cuisson et obtenir un fumet de chef. Pour tenter de vous régaler ou essayer de l'égaler, évitez de douter. Prenez une pincée de confiance en vous, saveur ambition et des litres d'esprit de compétition bien trempés, saupoudrés d'une âme rebelle caramel et vous obtiendrez peut-être un dîner presque parfait. Votre région Saint-Maur-des-Fossés est un carrefour gastronomique. Cet été, à défaut d'un tour de l'Hexagone, on peut faire un tour de l'Île-de-France des saveurs sans faire trop tourner le moteur. Si on a oublié la French baguette traditionnelle, qu'à cela ne tienne, il y a les brioches toastées, celles de Nanterre, elles arrivent en RER, elles sont éco-responsables. Pour leur bilan carbone, c'est impeccable. Il fait presque 326 700 degrés à l'ombre. Testez le coulis glacé d'asperges d'Argenteuil. Et si cela n'existe pas, inventons-le. Encore une fois, on y trouve le champignon de Paris, mais décidément, celui-ci pousse partout sauf chez lui. Si vous êtes en forme, goûtez à la grosse mignonne, la pêche de Montreuil, à cueillir dès le mois prochain dans tous les bons jardins délicieuses de sa naissance jusqu'à votre table. Pour les gourmands, ajoutez une poire gourlet juteuse à souhait. J'aurais pu continuer comme ça longtemps parce qu'à Saint-Maur-des-Fossés, il y a tant de mets locaux. Attention, mets locaux en 2 mots. Ce n'est pas l'équivalent ou le variant du mojito. Pas étonnant que vous soyez un chef émérite, monsieur Sarfati. Vous êtes environné de toutes sortes de bonnes nourritures. Quand les enfants disséquaient à l'école les grenouilles, peut-être que vous déjà vous éminciez du persil pour les faire revenir bien poêlés. Je me suis imaginé qu'ado, vous étiez en train de manier le couteau, non pas pour jouer à Jackie Chan contre des agresseurs, non, pour découper un filet de thon rouge dans le sens de la longueur. C'est du bon gars, dirait Maïté. Maïté, l'ancêtre télévisé des marmitons du petit écran. Et avec des bons produits du terroir, répondrait Jean-Pierre Coff, doyen du manger local, manger bien, manger bio. Mais là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'homme travaille, la femme à la cuisine, ça c'est boring. C'est trop unilatéral. Hein. On n'est pas des saumons, on est passé à autre chose. Personnellement, moi, je ne mets pas la main à la pâte, je ne fais pas de dîner, sinon il ne sera presque pas fait. Par conséquent, je ne me suis pas mariée. Enfin, cela dit, personne ne me l'a encore demandé. Mais là n'est pas la question. Si je tombe sur un mec à genoux, avec une bague devant moi, je sais déjà à quel traiteur je ferai appel. Oh, vous serez le mien. Artiste culinaire, autodidacte, multitâche et même couteau suisse, comme vous êtes souvent prénommé. Vous savez, vous ne vous cantonnez pas et j'en ris, vous avez bien raison. Et comme disait je ne sais plus qui, la cuisine, c'est comme le cinéma, c'est l'émulsion qui compte. Merci beaucoup Mata Gabin. On vous retrouve avec votre stand-up le 16 juin au Paris de l'Humour. On revient dans un tout petit instant pour la suite de cette émission, juste après le journal de l'information. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Dans la tête de tous les élus, Marine Le Pen sera qualifiée en 2027. Les prises de position des LR sont parfois plus dures que celles du RN. Qu'un Laurent Wauquiez qui, même comme vous le dites, rame pour aller vers les uns ou vers les autres. Rendez-vous ce soir, 21h,
sur Radio J. Radio J. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. De l'actualité en politique intérieure israélienne, le vote à la Knesset sur la commission de sélection des juges vient de se terminer. Les résultats doivent être annoncés sous peu. Les leaders de l'opposition, le centriste Yair Lapid et celui du parti Unité Nationale Benny Gantz, doivent tenir une conférence de presse. Le scrutin s'est déroulé dans une ambiance houleuse au Parlement israélien. Binyamin Netanyahou a dit aux députés du Likoud de voter contre tous les candidats. Son but, forcer le report du scrutin. L'analyse de Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Il était tout à l'heure au micro de Steve Nadjar. Eh bien, on repousse d'un mois le vote. Et ainsi, on déjoue, enfin, ce que Netanyahou a fait, qui est toujours un brillant manœuvrier, eh bien, c'est tout simplement empêcher que les discussions chez le président s'arrêtent, puisqu'on repousse les élections à un mois. Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël au micro de Steve Nadjar. Et la police israélienne, elle a commencé à installer des barricades et à se déployer devant l'appartement de Binyamin Netanyahou à Jérusalem. Les opposants à la réforme judiciaire s'apprêtent à manifester. Diplomatie, Isaac Herzog, invité par le président Joe Biden à la Maison-Blanche. Il devrait se rendre aux États-Unis en juillet. Ce sera déjà sa seconde visite sur place, alors que le Premier ministre israélien, lui, attend toujours une invitation à Washington. Mais Joe Biden traîne des pieds à cause du projet de réforme judiciaire en Israël, celui que défend Binyamin Netanyahou, alors que le président des États-Unis, lui, est contre. Dans ce contexte, Binyamin Netanyahou laisse entendre que finalement les discussions entre les États-Unis et l'Iran ne le dérangent pas. Le Premier ministre israélien a tenu cette position hier lors d'une réunion à huis clos à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset. Il a même affirmé que Washington parviendrait à un accord avec le régime islamique qui l'empêchera d'enrichir de l'uranium à 90%. Les pourparlers en cours incluraient une levée de certaines sanctions contre le régime islamique. Il y a quelques jours, Binyamin Netanyahou avait affirmé qu'aucun accord avec l'Iran n'obligerait Israël à quoi que ce soit. Israël continuera à tout faire pour se défendre, avait-il affirmé. De nouvelles frappes cette nuit en Syrie, à nouveau imputées à Israël. D'après l'opposition au régime de Bachar al-Assad, les raids ont visé des entrepôts militaires appartenant à des milices soutenues par l'Iran. Des raids qui ont causé des dégâts. Un soldat syrien a aussi été blessé. Dans l'actualité internationale, au Liban, le Parlement échoue une nouvelle fois à élire un président de la République. C'est la seconde fois que les députés n'arrivent pas à trouver de successeur à Michel Aoun, dont le mandat s'est achevé il y a 7 mois. Le Hezbollah et ses alliés ont provoqué un défaut de quorum au second tour, comprendre pas assez de votes pour valider un candidat. Le candidat du groupe terroriste qui a aussi des élus au Parlement était en passe de perdre. En effet, Sleiman Frangier n'avait que 51 voix. La guerre en Ukraine avec des frappes russes cette nuit contre la ville portuaire d'Odessa. Il y a 3 morts et 13 blessés et peut-être encore des personnes sous les décombres. En France, dans l'affaire du fonds Marianne, Marlène Schiappa entendue par la commission d'enquête du Sénat. Marlène Schiappa tout à l'heure devant cette fameuse commission d'enquête. Moi, je ne trouve pas que ce soit négatif de soutenir une association qui défende les principes de fraternité. Ça fait partie des valeurs de la République, de la trilogie républicaine. J'ai en tout cas formulé aucune demande en ce sens et j'ai pas connaissance d'échanges qui peuvent exister visant à dire qu'on va baisser une demande pour ces raisons. Il y a là effectivement une volonté
de travailler à la lutte contre la radicalisation et donc à défendre les valeurs de la République. Une association qui dirait que l'État français est un État raciste structurellement, je considère qu'il serait difficile de lui confier l'action de porter un discours républicain. C'était donc l'ancienne ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. Radio J. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une petite pause, toute petite, et c'est la suite de notre émission avec mon invité Ruben Sarfati sur Radio J. Radio J, le 6-9, Léa Moscona. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Demain, je recevrai Laure Miller, députée Renaissance de la Marne. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Salut, c'est Nina Azoulay. Je vous retrouve pour mon spectacle le samedi 17 juin à 21h30 à l'Apollo Théâtre de Paris. En fait, je me sens en décalage avec mes copines parce que c'est que des meufs qui sont hyper sexy, qui sont hyper belles. Vous savez, c'est le genre de meuf qui sent la féminité. Moi, je sens la brioche. Vraiment, c'est... Retrouvez-moi dans tous les comédie clubs parisiens, mais aussi sur mes réseaux sociaux, nina.azoulay. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose L'Époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. 00972 3 548 40 00. 00972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, merci beaucoup d'être avec nous. Avec notre invité aujourd'hui, Ruben Sarfati, pour son livre Casserole de chef, 10 nouvelles croustillantes à dévorer sans modération. Tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac avec 10 questions sans modération et 10 réponses courtes en 2-3 mots. On y va, c'est parti ? Allons-y. Allez Ruben, la recette de l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, ça c'est compliqué. De la passion. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? Le climat, les températures. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Vous avez le droit de me dire que vous voulez pas. Hein ? Non, tout va bien. Ouais. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? C'était bon. Oui, bah non, mais oui, ça c'est justement trop entendu, non ? Qu'on s'attendait pas à ça, ou justement de créer la surprise, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? J'imagine en tout cas que dans vos anecdotes dans ce livre, il doit y en avoir, même si c'est pas personnel. Vous avez dû faire des choses très très folles. Ah oui, il y en a eu plein, ne serait-ce que pour des demandes en mariage, justement. On est d'accord. De l'amour, il y a eu des prestats pour des demandes de mariage où c'est toujours plus démesuré, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous trouvez qui est la plus belle qualité humaine pour vous ? La curiosité. Vos 3 grands plaisirs du moment ? M'amuser dans ce que je fais, jardiner, c'était ce que je faisais ce matin, et voyager. Votre surnom ? Rub. Votre philosophie de vie, Rub ? Que faut toujours voir les choses du côté positif. Votre prochain rêve à accomplir ? La maison. Le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer pour terminer ce tac au tac. Dans la vie, dernière phrase, moment de dire au revoir. Merci pour ce moment. Ouais, donc on a fait tout ce qu'on pouvait pour faire au mieux. C'est parfait, notre émission continue tout de suite avec le coup de cœur sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et tout de suite, on découvre un coup de cœur en direct. Samuel en featuring avec Léa Castel pour le single Celui qui te manquait. On découvre et on en parle avec notre invité en direct sur Radio J. Oh, c'est pas ma faute à moi si je dansais pas ce soir. Ça fait longtemps, j'ai jamais effacé ton nom de ma mémoire. Non, c'est pas ma faute à moi si je pense à toi ce soir. Et si souvent j'aimerais que cet adieu ne soit qu'un au revoir. Oui, t'étais bien la bonne personne. Oui, j'étais pas la bonne personne.
t'ai manqué. Je voudrais arrêter le temps, pouvoir t'emmener ailleurs, être celui qui te manquait. J'ai tant de mal à oublier, mais t'es de loin de moi. Tu sais, je voudrais arrêter le temps, pouvoir t'emmener ailleurs, être celui qui te manquait. Non, c'est pas ta faute à toi si je dors plus seul ce soir. J'ai pris du temps, mais plus il passe et plus je finis par le voir. Oui, t'étais bien la bonne personne. J'étais pas la bonne personne. J'aimerais remonter le temps pour voir tout Paris désert, dire que tu m'avais manqué. J'aimerais arrêter le temps pour voir t'emmener ailleurs, être celle qui te manquait. J'ai tant de mal à oublier, mais t'es mieux loin de moi. Tu sais, je voudrais arrêter le temps pour voir t'emmener ailleurs, être celle qui te manquait. Et vous êtes en train d'écouter Samuel en featuring avec Léa Castel sur l'antenne de Radio J. Bonjour Samuel. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Merci Vous à êtes auteur, compositeur, interprète, réalisateur et vous avez seulement 24 ans. Vous êtes beau comme tout, me permet. C'est super gentil ça. Et je me permets de vous demander, parce que Léa Castel, on la connaît bien. Elle a fait Popstar dans la même session, j'ai envie de dire, que quelqu'un que je connais très très bien. Je crois même qu'il y avait Slimane sur sur cette saison-là. Si je dis pas de bêtises, à confirmer, mais dans mes souvenirs, c'était ça. L'occasion de vous demander comment s'est fait ce featuring. Alors moi Léa c'est une artiste que je connais depuis que je suis tout petit. Vraiment je l'ai découvert, je devais avoir 9 ans, 10 ans sur Disney Channel. Elle chantait la version française de Camp Rock à l'époque. Et puis on s'est rencontrés par hasard il y a 1 an, tout pile. On a des amis en commun et on s'est rencontrés lors d'un voyage et on est devenus super amis vraiment. En une soirée, on a cliqué de fou. Et c'est quelqu'un qui a une énergie incroyable. Ouais. Et on s'est vraiment rapproché amicalement à mort. Et puis, j'ai fait ce titre il y a quelques mois. Et je trouve qu'il manquait quelque chose. Il manquait un peu une présence féminine, je dirais. Et je lui ai envoyé le titre. Elle a adoré le titre. Et je l'ai enregistré chez elle à 1h du matin. Et ça a donné ce duo, du coup. Alors, je suis pas du tout magique. étonnée parce que quand on suit Léa Castel sur les réseaux, on voit qu'elle compose beaucoup la nuit. Oui. Clope au bec, Oui, je me permets, parce que je visualise très bien. Je trouve aussi qu'elle est très inspirante. Son dernier single, c'était avec Jennifer, juste pour rappel. C'est le plaisir de vous découvrir, vous en tout cas, parce que vous avez pas mal vagabondé, j'ai envie de dire, et depuis très tôt, vous vous êtes installé à Londres, vous avez développé votre passion pour la musique, vous êtes resté 6 ans sur place. Comment d'abord l'amour de la musique est arrivé ? Alors moi je suis très proche de la musique depuis tout petit. Vous avez une famille dans le milieu ou pas du tout ? Dans le milieu, pas du tout. Mais mon père est musicien, mais de passion. Et il m'a fait grandir. Ça nous fait un point commun. Il m'a littéralement éduqué avec la musique. Il m'a toujours dit que la musique était notre seconde religion. Et je trouvais ça super beau maintenant que j'y pense en étant plus grand. Et il m'a fait découvrir toute ma vie des artistes que j'aurais pas pu découvrir seul. Il m'a forcé à apprendre à jouer de la guitare, ce que je n'ai jamais réussi à faire, mais il m'a appris à jouer du piano, il m'a appris à être curieux en fait, musicalement parlant. Oui, donc il y a quand même une transmission qui s'est faite, amatrice certes, mais qui s'est faite quand même. Vous avez sorti plusieurs singles en français à partir de 2019. Oui. Et puis c'est devenu un peu plus tard, vous êtes devenu membre d'un collectif qui s'appelle Green Team. Plus de 15 millions de vues sur YouTube, avec notamment le clip Les Enfants du Monde. Voilà, et vous êtes fait pas mal connaître sur les réseaux sociaux, avec des milliers et des milliers d'abonnés. Un premier EP en 2022 en anglais. Voilà, donc il y a pas mal de choses à dire sur vous. Il y a un deuxième titre que j'ai envie que l'on découvre ensemble, si vous voulez bien. On va se laisser le plaisir d'écouter et bercer par le titre Perdu. Si bel avenir. On s'est aimé pour le meilleur et pour le pire, mais je n'ai pas vu venir que tu serais si loin de moi, il nous reste qu'à en rire. Je me suis posé tellement de questions, on m'avait pourtant dit attention, mais qui de nous avait raison? Hey, je me suis posé tellement de questions,
On m'avait pourtant. Et est-ce que vous êtes posé les questions, Samuel, sur la musique? Est-ce que vous avez douté? Est-ce que ça fait partie du chemin de douter? Oui, forcément il y a des moments de doute très forts comme dans tout, comme dans toute passion, et je pense que c'est ce qui représente fortement une passion en fait, c'est que on y est attaché très fort et parfois on a des moments de doute et on hésite à continuer ou non. Votre univers, les musiques du monde, la pop, la variété française. Il y a un titre que j'aime particulièrement, que je trouve extrêmement radiophonique et j'ai très envie qu'on l'écoute. C'est le titre Jusqu'à ma mort. Je le verrai très bien sur des ondes que je dirais pas concurrentes parce qu'on est très fair-play. On écoute, on se fait plaisir. Dans ta tête, trop de questions. Si tu les poses, je te répondrai. Je tiens malgré la pression. T'as les raisons, mais c'est jamais celle que t'attendais. C'est hyper, j'ai l'impression. Faut pas que je m'emballe, je pourrais tout perdre. Tu sais, je voudrais qu'on s'en aille sans se retourner. Jusqu'à ma mort, tu veux des mots, des promesses. Chérie, tu sais, le temps presse. Si le faut, je t'attendrai. Jusqu'à ma mort, tu veux la paix, la tendresse. Chérie, tu sais, le temps presse. Au final, je t'attendrai. Jusqu'à ma mort, le cœur se touche et des frissons. Au fond, c'est tout ce que j'espérais. On s'y retrouve, j'ai l'impression. Faut pas que je m'emballe, je pourrais tout perdre. Tu sais, je voudrais qu'on s'en aille sans se retourner. Jusqu'à ma mort, tu veux des mots, des promesses. Chérie, tu sais, le temps presse. Si le faut, je t'attendrai. Jusqu'à ma mort, tu veux la paix, la tendresse. Chérie, tu sais, le temps presse. Au final, je t'attendrai. Jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, tu veux des mots, des promesses. Chérie, tu sais, le temps presse. Si le faut, je t'attendrai. Jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, qu'on est en train d'écouter, titre de notre invité Samuel. Samuel, il faut trouver un nom de famille, parce que Samuel tout court, ça va pas le faire. Il faut rajouter un petit quelque chose. Mais moi j'aime bien Samuel. C'est très beau, c'est un des prénoms que je préfère pour diverses raisons. Mais je pense qu'il faut rajouter un petit quelque chose parce que c'est confondant. Donc j'ai envie de vous dire ça et j'ai envie de vous dire aussi que j'ai trouvé le fil rouge avec notre invité aujourd'hui qui vous écoute très attentivement, Ruben Sarfati. Depuis 2020, vous avez intégré, on le disait tout à l'heure, Green Team, un collectif d'artistes de jeune génération aux côtés des Kids United, dans le but de créer un album en partenariat avec la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand, ayant pour mission de placer l'écologie au cœur des consciences. Absolument. Et ça, j'ai envie de dire que finalement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, tout ce qui est circuit court, faire attention à ce qui nous entoure, ça devient de plus en plus important. Donc bravo déjà pour ça. Merci. C'est un plaisir de vous découvrir, en tout cas Samuel, sur l'antenne de Radio J. On va venir vous découvrir sur les réseaux sociaux. Alors quels sont les titres des réseaux où on peut venir vous chercher? C'est I'm Samuel sur Instagram et ça c'est un beau titre. Pareil pour tous les. I am Samuel, j'aime bien. Un beau titre, c'est vrai. Et sur tous les réseaux sociaux, I am Samuel, et sur ce titre Jusqu'à ma mort et le Mon Duo avec Léa Castel aussi disponible sur toutes les plateformes. Et on va venir vous écouter. Est-ce qu'il y aura un EP, un album en prévision? Est-ce que vous nous préparez ça? Un projet en préparation, mais j'ai pas encore envie de me mettre trop de pression et de me fixer dans une case spécifique, donc un projet. Et vous avez bien raison parce que en ce moment les artistes ils font un petit titre, ils voient comment ça rebondit, puis 3 mois après c'est un petit peu trimestriel, voir comment ça rebondit. Et vous faites très bien. Merci de nous avoir fait découvrir votre univers. Samuel sur l'antenne de Radio J. I am Samuel sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été notre coup de cœur. Et comme d'habitude, ne regardez pas comme ça, cher ami Benjamin. On y va et puis bien sûr, on passe au portrait de notre invité sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait
psychologique. Après le coup de cure, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Tout de suite, c'est donc votre portrait Ruben Sarfati vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Ruben. Bonjour. Alors d'abord, pour tout vous avouer, je me suis vraiment demandé en tout début d'émission quel lien on pouvait faire entre les sciences politiques et la cuisine. Mais j'en ai plein de trucs qui n'ont pas de lien. Oui, mais vous qui avez quand même fait Sciences Po... Non, j'ai pas fait. Non, qui avait été inscrit à Sciences Po et qui aviez pour passion la cuisine. Donc je me suis dit quel lien peut-être entre la cuisine et Sciences Po, et je me suis dit finalement le lièvre à la royale c'est quand même très politique à la base, c'est vrai. Mais pas que, parce que finalement il vous dit aussi, alors ça c'est vraiment un truc de psy, mais il vous dit si tu goûtes pas tu pars, votre chef. Et ça aussi c'est quand même éminemment politique, voire géopolitique, Ouais. C'est vraiment stratégique. Ça relève d'un grand enjeu philosophique. Mais c'est pas tout. Parce que sans compter le carnage de vos commentaires à la diffusion d'un dîner presque parfait, quand l'antisémitisme pur et dur se dévoile au grand jour, si c'est pas politique... Je me suis dit que vraiment il y avait les deux, quoi. Tout à fait. Toujours. Donc Ruben Sarfati, toutes ces épreuves ne vous ont pas fait bouger d'un iota dans votre passion chevillée à la casserole. Je reprendrai les secrets d'un bon chef selon vous: challenger, curieux, pugnace, positif, mais j'ajouterais même coriace quand on se souvient de votre réponse au chef des pompiers du ministère: moi je continue de faire brûler, vous pouvez faire évacuer. Il fallait quand même le dire. Ah oui. Toujours donc la détermination et l'envie d'en découdre, alors, pour l'amour de la casserole. Oui, en plus ça dépend de la manière dont c'est amené. Si c'est à tête de con et demi, quoi. Il va à l'affront, je vais l'être encore plus, j'ai pas de problème avec ça. Si c'est amené avec la forme, j'ai pas de problème à être conciliant. Quand ça l'est pas. Oui, donc vous disiez il faisait un monologue et donc il avait besoin d'être coupé dans son élan de monologue. Il parlait de dialogue, mais il a voulu fixer ses règles du jeu, donc pas de problème. Absolument. Donc vous, le planteur de pignons du cèdre de Sibérie, vous êtes flexi. Poulet de batterie indécent. Poulet qui gambade dans les campagnes normandes, heureux de vivre, mangeable. Pourquoi pas ? C'est ça. Donc finalement, quand commence la flexibilité et quand finit-elle pour un chef ? Pour moi, c'est si on estime que les conditions dans lesquelles ça a été fait sont raisonnables. Si on n'a pas à se voiler la face, si on n'a pas à avoir honte des images qu'on peut voir sortir sur X et Y réseau de conditions d'élevage, ce qui peut amener à avoir honte de l'humain face aux conditions dans lesquelles c'est fait n'est pas entendable. Un élevage de saumon hyper intensif, je comprends pas qu'on puisse le manger. Quand le ministère de l'agriculture norvégien dit « moi j'en donne pas à mes enfants », et qui nous l'exporte et que nous on l'achète, en fait non, on devrait pas le manger dans ces cas-là. Je vous ai trouvé très sensible tout au long de cette émission. Il y a une image qui vous a fait pleurer, vous ? Une image d'animaux torturés ? Ah oui, oui, il y en a plein, évidemment. Enfin, je trouve ça aussi énervant que sensibilisant, mais oui, clairement. Alors avec un baby-foot, un billard et un tambour... Et plein d'autres choses. C'est ça. Vous atteignez le franc bonheur, et il en faut pour être heureux, et pourtant, je me suis dit, il en faut peu pour être heureux, et pourtant, le bonheur des papilles peut nous emmener si loin dans le raffinement, mon Dieu, dans la précision gustative du tartare de veau, du carré d'agneau rôti ou du thon rouge qui survécut au contrôle renforcé. Je me suis dit, jusqu'où on pouvait aller ? Finalement, la cuisine a quand même quelque chose à voir avec le divin, parce que c'est infini, c'est quelque chose d'une éternité papillaire, non ? Ce qui est bien, c'est que ça peut être soit magnifié, soit juste un produit parfois peut amener une émotion. Une vraie bonne tomate qui a poussé en pleine terre, en plein été et bien faite, a un goût tellement incroyable et on l'a tellement oublié que juste le produit peut en lui-même procurer des émotions. Il y a un peu de Dieu là-dedans, Ruben, dans la tomate ? Dans tous les produits, je pense que vu qu'il a été très souvent industrialisé et banalisé, il peut être magnifié quand il est bien fait. Je me suis dit, Ruben Sarfati, qu'il y a peut-être aussi raffiné, précis et original qu'un chef, un musicien de jazz. Et comme le disait le tromboniste J.J. Johnson, le jazz n'offre aucun répit
il ne tient pas en place et ne le fera jamais. Et je me suis dit qu'un chef d'exception non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Un chef qui s'arrête de réfléchir et de rêver, c'est un chef déjà mort, non? Ah oui, je suis bien d'accord. Je pense qu'il faut je suis arrivé au constat il y a 5, 6, 7 ans que justement je faisais trop de prestats et que c'est devenu presque trop mécanique et je prenais plus autant de plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai diversifié les activités pour ne le faire que avec plaisir, beaucoup moins, mais que pour des moments, des clients, des prestats qui me font plaisir et pour lesquels j'aurais envie et ça me fera plaisir de faire plaisir. Et il vous arrive certains soirs de dire j'ai pas d'idée, mon Dieu j'ai pas d'idée jusqu'au dernier moment. Ah oui, j'imagine que bien sûr, ouais. Parce que des fois c'est tous les à côté qui vont prendre le pas et qui vont un peu masquer l'envie de cuisiner. Encore une fois, ça revient sur l'idée qu'aujourd'hui j'ai cette chance de me dire que maintenant du négatif peut créer du contenu et devenir positif. La semaine dernière, jeudi, j'avais un repas pour 450. 3 heures avant la presta, j'ai eu un accident. C'était quoi? J'étais en camion, en fait c'est un gros repas et j'ai eu la bêtise de me rendre compte la veille au soir que ma voiture serait trop petite. Donc j'ai loué un camion. Sauf que j'ai jamais conduit de camion. Et l'aberration d'un loueur aujourd'hui, c'est qu'avec un permis normal, on peut louer un camion énorme et sans aucune mise en garde en fait. Il y a des assurances et je pense pour eux c'est cool qu'ils soient massacrés comme ça ils sont remplacés. C'est l'assurance qui paye. Résultat, à 17h pour un repas qui commence à 20h, j'ai éclaté le toit. Et je me suis retrouvé tellement avec le toit éclaté que je pouvais plus reculer. Non mais je pouvais plus reculer en fait. Ouais. Le camion était bloqué. D'accord. Donc j'ai dû dégonfler les pneus et ça c'était à 17h30 pour un repas à 20h. J'étais à 17h30 avec une clé en train de dégonfler les pneus du camion. Non mais j'adore. Mais ça a dû être délicieux. Ça a dû être délicieux ce soir-là. Et ben j'ai prévenu mon staff. On a un groupe et je leur ai dit je suis désolé. Probablement mauvais poil ce soir. Je m'excuse d'avance. Donc ce qui a été très cool, c'est qu'ils ont porté le début de presta le temps que je me remette dans le bain, etc. Mais sur la route, pneus dégonflés à 90 sur l'autoroute, j'ai un moment où je me suis dit, en fait, je décide que ce soit une anecdote cool à raconter. J'oublie la galère que c'est. Merci beaucoup Ruben. Et comment faire du positif. Et je crois que de toute façon, quand on lit votre livre, on se rend compte que les accidents entre guillemets de ce qui se passe sur la route, c'est un peu votre dada dans le sens où je me souviens de votre à l'époque où vous aviez un scooter et que vous étiez très très chargé. Il y a une anecdote là-dessus, mais on va laisser le son aux gens de le découvrir. Merci Joseph Agostini. Merci Cyrielle. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup pour cet échange, Ruben Sarfati, pour votre livre Casserole de chef, 10 nouvelles croustillantes à dévorer sans modération. Un mot de la fin qui vous revient. Un mot de la fin. Ce que vous voulez. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et c'est l'anniversaire de mon frère, donc bon anniversaire s'il écoute, je pense. Comment il s'appelle votre frère? Alexis. Alexis Sarfati. Tout à fait. On l'embrasse très fort. Merci Alexis de nous faire vibrer avec vos restaurants. Ah non, ça c'est Xavier. C'est un autre. C'est mon autre frère qui a fait le site Casserole de chef justement. Eh bien, on le remercie pour le site Casserole de chef. J'embrasse très fort Hélène Kuttner qui m'a parlé de vous et grâce à qui vous êtes là aujourd'hui. Merci Hélène Kuttner de nous avoir envoyé ce très bon invité. Merci à l'artiste Samuel pour ce featuring avec Léa Castel. Merci à vous. Que l'on écoute, celui qui te manquait à découvrir sur les plateformes. Merci à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud aujourd'hui. Merci à mes chroniqueurs Joseph Agostini, Mata Gabin, Jérôme Goulon et puis Christophe Barbier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Réécoutez cette émission en podcast sur le site de Radio J, YouTube, toutes les plateformes de streaming et surtout, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h pour une émission, je pense, très poétique avec Safia Westphal. À demain et belle journée à tous, toujours sur Radio J.